الكلمة الآن لأستاذ حسن عشيق ليتفضل. Alors c'est la première fois que je prépare en arabe et que je vais parler en français. Il faudra faire un peu. Je ne peux pas laisser mon ami Mohamed Chakaoui seul. On parle de diversité linguistique, donc le minimum qu'on l'applique ici. Donc je vais lire en arabe, en pensée bien sûr. Alors, je commence par remercier la Fondation Boubacar Qadiri pour nous donner cette opportunité à échanger avec vous. J'ai l'habitude de venir un peu pendant une dizaine d'années, là à côté, donc ça me fait plaisir de prendre contact avec cette fondation. Je remercie. Oui, je l'ai vu, Nous l'avons déplacé vers nous. Il y a pas mal, il y a l'Arabie, il y a pas mal d'anciens combattants. Il y en a assez. Très bien. Alors, donc je ne suis pas étranger, c'est pas mal, ça annonce la couleur. Merci, c'est Khalid, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, mon canevas sera très simple et il ne sera pas loin de l'exposé de Raouda. Il a parlé beaucoup de diversité, d'individus. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux identités collectives et l'une des questions que j'ai posées, c'est faut-il continuer à apprécier les identités collectives en termes de contenu, amazigh, arabiste, islamiste, kurde, catalane, protestante, etc. Ou pour les apprécier, faudrait-il les apprécier à partir de leur forme? Parce que la discussion de ces identités en termes de citoyens, pas en termes de chercheurs, en termes de citoyens, c'est de voir en quoi elle laisse une marge d'autonomie à l'individu. Quand vous êtes marocain, quand vous êtes musulman, quand vous êtes amazigh, quel type et quelle forme d'identité laisse davantage de place à l'individu pour s'exprimer. Je ne vais pas parler de toutes les formes, je vais choisir uniquement 2 ou 3 formes identitaires qui sont les plus proches un peu et qui sont les plus discutables. La première, c'est la forme univoque. Vous êtes X et vous ne pouvez être que X. Mettez sous X ce que vous voulez, musulman, amazigh, arabe, ce que vous voulez. Et c'est l'offre idéologique qui a été la plus dominante dans les années 60-70. Que ce soit les Nasseris, que ce soit les arabistes, que ce soit Sati al-Husri, que ce soit les frères musulmans, que ce soit les salafistes, etc. La forme dominante, c'était vous êtes musulman, vous ne pouvez être que musulman, vous devez abandonner toutes les identités, qu'elles soient nationales. Être égyptien, ça ne veut rien dire pour les frères musulmans. Être de telle tribu non plus, être de telle zaouia non plus, etc. Donc, jinsiyatul muslim aqidatu. La nationalité du musulman, c'est son credo. La même forme, on peut la trouver, on peut naviguer dans toutes les identités collectives, on va trouver la même forme, univoque, unilatérale, qui impose un contenu et une forme aux individus, si on peut les appeler des individus. On peut trouver chez également, comme j'ai préparé en arabe, donc j'ai un article de la constitution du parti du Ba'ath, Hizb al-Ba'ath. Je vais la lire en arabe. الرابطة القومية العربية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدول العربية. Et je souligne الوحيدة, c'est même pas la peine de la souligner, ça saute aux yeux. وهي التي تكفل الانسجام بين المواطنين وانصهارهم. Et ce mot انصهار, vous allez la trouver, si vous faites attention, vous allez le trouver pour chaque forme identitaire univoque. انصهار, le creuset, melting pot, le bautaqa, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous étiez différents, mais nous allons faire de telle sorte que vous soyez interchangeables, que vous soyez tous les mêmes. وانصهارهم في بوتقة أمة واحدة وتكافح سائر العصبيات المذهبية. Voilà les identités qu'il faut abandonner. المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والإقليمية. Et puis je passe sur les moyens, le socialisme qui va tout résoudre, etc. L'essentiel, c'est de dire maintenant, que ce soit l'identité amazigh ou arabiste, etc., l'essentiel pour moi, c'est de voir en quoi
il est unilatéral, univoque et exclusif. Uhadiyya, hasriya, ila akhir. Ça, c'est l'offre idéologique qui était dominante dans les années 70-80. Maintenant, vraiment, sauf pour l'idéologie musulmane, bien sûr, ou islamiste, mais pour l'idéologie arabiste, ça s'est effrité depuis les années 80-90. L'offre dominante pour les jeunes, pour les individus, maintenant, c'est les idéologies musulmanes paranationales, si vous souhaitez. Alors, deuxième offre, qui est, on va dire, qui donne beaucoup plus de liberté, mais vous allez voir que c'est une liberté très relative, c'est l'identité composée. Vous pouvez être musulman et égyptien. Ça, c'est Sati al-Husri. Vous pouvez être tunisien et arabe. Ou, au Maroc, vous pouvez être berbère et marocain, amazir et marocain. Et donc, vous avez une identité composée, ce n'est plus, bien sûr, on n'est plus devant une identité exclusive, unique, mais vous avez le choix entre les deux. Et le grand problème avec ce type d'identité composée, c'est qu'on vous dit laquelle doit venir en premier. On vous indique, on vous impose une loyauté suprême. Al-uruba awalan. Vous devez être d'abord arabe, puis ce qu'on appelle le qotriya, l'identité qotriya, qui n'est même pas, il n'y a même pas de peuple, il n'y a rien, il n'y a que qotriya, juste une région géographique. Et puis, vous avez ce qu'on appelle un peu la hiérarchisation des loyautés. Mais vous pouvez trouver l'inverse. Vous devez être amazir d'abord, puis arabe, et ainsi de suite. Là, vous avez, on va dire, une certaine liberté de choix entre deux, mais vous avez moins de liberté pour dire laquelle de ces identités doit venir en premier. Donc il y a toujours quelqu'un, un État, un intellectuel, un parti politique, des idéologues, des intellectuels, qui vous disent, voilà comment vous devez classer vos identités. L'identité plurielle, c'est le parent pauvre des idéologues. C'est le parent pauvre des hommes politiques. Et ce sont des identités qui sont défendues souvent par des minorités, kurdes, amazirs, catalanes, basques, et ainsi de suite. Là, que veut dire pluriel? Ça peut vouloir dire, comme dans notre Constitution, une liste, un ordre, 7, 6, 5 identités, d'accord? Mais pour moi, pluriel peut aller au-delà. Il ne s'agit pas seulement de me dire il y a l'identité amazigh, marocaine et arabe, etc. Il s'agit de laisser la liberté aux gens de définir la marocanité telle qu'ils la souhaitent. Il ne s'agit pas uniquement de dire vous êtes marocain, mais également d'être un peu capable d'imaginer plusieurs options d'être marocain, plusieurs options d'être musulman, plusieurs options d'être amazigh et ainsi de suite. Parler de la forme nous amène à cette proposition, changer une prison arabiste pour une prison amazigh ou pour une prison islamiste ou inversement ne change pas grand-chose lorsqu'on parle du rapport entre l'individu et son identité collective. Lorsqu'on parle du rapport entre l'individu et l'identité en termes d'autonomie ou en termes d'autorité et d'autoritarisme. Et les idéologues, les intellectuels, je n'utilise pas le mot idéologie ici dans un sens péjoratif, c'est un système d'idées qui accompagne une action politique. Et les hommes politiques ont besoin d'idéologie. C'est un système de valeurs, un système d'idées, un vocabulaire, un lexique, etc. Vous pouvez trouver un lexique de gauche, un lexique de droite, un lexique libéral, un lexique islamiste, etc. Mais lorsqu'on parle d'idéologie, lorsqu'on parle de l'explicitation des identités collectives,
Parce que nous sommes à un niveau discursif, nous sommes à un niveau beaucoup plus abstrait. Nous ne parlons pas de la manière dont les gens gèrent leurs identités au quotidien. Lorsqu'on observe les gens au quotidien, ce qu'on observe, ce n'est pas une identité univoque, ce n'est pas une identité totalitaire, ce n'est même pas une identité composée, ce n'est même pas une identité plurielle, c'est une identité contextuelle. C'est-à-dire, selon les contextes, les gens adoptent tel ou tel aspect de l'identité de façon très implicite. Ça peut être le costume. Lorsque vous avez une conception autoritaire de l'identité, vous avez az-zay al-islami, ou az-zay al-watani, ou az-zay, etc. Et vous avez un type de costume qu'il faudra porter 24 heures sur 24 et un badge identitaire qu'il faudra porter 24 heures sur 24. Lorsqu'on parle d'identité sélective, et c'est la plus répandue, c'est le vendredi, vous pouvez être ceci, le lundi, vous pouvez être cela, vous pouvez aimer ceci, vous pouvez prendre tel costume, vous pouvez avoir telle allégeance dans un contexte déterminé au français et aimer le français, dans un autre aimer l'arabe ou l'amazigh, etc. Et les gens, au quotidien, sont dans ce type d'identité contextuelle ou d'identité molle, comme je l'ai appelé dans un livre paru il y a 2 ans, Éloge des identités molles, où je défends ce type d'identité contextuelle par rapport à ces identités rigides où les individus ont très peu de liberté. Alors vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert? Pourquoi les frères musulmans, pourquoi les Daesh, pourquoi les nazis, pourquoi les fascistes optent pour une conception univoque de l'identité? Pourquoi les gens doivent être interchangeables? Pourquoi tous les chats doivent être gris pour les nazis ou pour les fascistes ou pour les daéchiens, etc. Pour une identité contextuelle ou même plurielle, vous avez à chaque fois quelque chose qui s'appelle délibération, quelque chose qui s'appelle hésitation, quelque chose qui s'appelle appréciation du contexte pour choisir telle ou telle identité. Pour une conception autoritaire et totalitaire de l'identité, il n'y a pas lieu d'hésiter. Vous ne devez pas avoir un conflit de loyauté, dire maintenant lorsque les Marocains jouent avec les Égyptiens, est-ce que je vais être musulman ou égyptien? Non, il faudra être ceci ou cela. C'est-à-dire vous avez une case, avoir un conflit de loyauté entre telle ou telle identité, parce que vous portez au minimum 2 identités, vous êtes copte et vous êtes égyptien, vous êtes musulman et vous êtes égyptien, et vous pouvez vous balancer, vous ne savez pas si vous devez être copte beaucoup plus qu'égyptien ou musulman beaucoup plus qu'égyptien. Là, il y a de l'hésitation. Mais lorsqu'on vous dit, écoutez, vous êtes musulman et vous êtes chrétien et basta, il n'y a plus d'hésitation. Et lorsqu'il n'y a plus d'hésitation, l'embrigadement est beaucoup plus simple. Donc les idéologies totalitaires ne le sont pas uniquement de façon intellectuelle, ils ne le sont pas pour des raisons intellectuelles, ce n'est pas de la pure spéculation, c'est parce que sur le plan pragmatique, ça mobilise de façon très facile. Et c'est pourquoi les intellectuels qui défendent l'idéologie plurielle arrivent très difficilement, sinon des fois nullement, à mobiliser les gens. Vous ne pouvez pas mobiliser les gens avec des identités sélectives. Vous pouvez leur dire, oui, mais fais ce que tu veux, moi je te dis, je ne sais pas, mais c'est à toi de décider. On ne peut pas mobiliser les gens comme ça. Et donc il y a cette tension à vouloir mobiliser quand même les gens, ou les masses si vous voulez, et puis quel type de marge et de liberté il faudra laisser à vos adhérents, dans un parti politique, dans une organisation, dans une zaouia, ou peu importe. Et donc, il y a d'abord cet aspect pragmatique, qui est en rapport, encore une fois, avec la mobilisation. Alors, ce que je défends, je ne suis pas dans une université maintenant, j'en suis dans un espace de société civile, donc je prends toutes mes libertés, comme je l'ai fait dans Éloge des identités mâles. Ah non, non, donc neutralité axiologique, je le fais, mais pas ici. Là, il n'y a pas des prises de position en tant que citoyen. Alors moi, j'ai défendu l'identité contextuelle et j'ai pris dans le livre l'exemple du football. Étape 1, c'est comme les sociétés traditionnelles. C'est le modèle des sociétés traditionnelles.
très peu de diversité culturelle, très peu de diversité religieuse. Et lorsqu'il y a une diversité religieuse, lorsqu'il y a un conflit en termes de religion ou en termes politiques, vous avez trois choix dans les sociétés traditionnelles. Vous avez soit vous êtes vaincu et vous êtes minorisé, vous êtes vaincu, vous êtes exterminé, vous êtes vaincu, vous vous exilez. La société moderne arrive à gérer les différentes couleurs politiques et un sociologue définissait l'idéologie comme étant, définissait la modernité comme étant une société où il y a au minimum deux idéologies. Lorsqu'il n'y a qu'une seule, on peut appeler ça une tradition, on peut appeler ça ce qu'on veut, mais pas des idéologies. Donc vous avez une case, une tribu, une zaouia, vous êtes chiite, vous vivez les chiites entre vous, mais s'il y a des sunnites, ils sont minorisés, ou inversement, c'est valable pour les catholiques, pour les protestants, vous pouvez rester, mais vous êtes minorisés, ou pour les juifs, ou d'autres. C'était le cas pour le foot. Pour le foot, vous entrez dans telle équipe, Nîmes, Reims, Raja, Wydad, le modèle c'est de rester depuis le début jusqu'à la fin. Vous sortez, vous êtes traître. Alors, comme j'aime un peu le football, et je regarde beaucoup des matchs de foot, en tant que citoyen, mais en tant qu'anthropologue, donc je vois comment les anciens sont hués. J'ai vu comment Rabih Sadan, qui était allé à Oran avec le Raja, a été traité de traître. Parce que tu es algérien et tu es venu à Oran avec le Raja nous prendre un peu la coupe je ne me rappelle plus comment on appelait ça à l'époque, les Champions League ou quelque chose comme ça. Maintenant, lorsque vous avez ça c'est les cercles fermés, identitaires. Mais lorsque vous avez un joueur qui joue 6 mois, 7 mois, 2 ans, 3 ans dans une équipe nationale française, je prends Zidane parce que c'est le plus connu, il joue Juventus et contre Paris Saint-Germain, personne ne va lui reprocher d'être plus français que Paris Saint-Germain. On va respecter le fait que maintenant il défend contextuellement, il a le droit professionnel de défendre l'équipe italienne, même s'il joue. Au mieux, s'il marque un but, il ne va pas beaucoup le célébrer. Au mieux, il va le célébrer de façon très timide ou très pudique. La circulation des joueurs fait que dans un match, vous pouvez trouver des Brésiliens qui jouent contre des Français, mais les mêmes Brésiliens et les mêmes Français jouent dans les mêmes équipes. Et ça atténue la hargne identitaire. Le fait que les gens circulent dans plusieurs identités fait que les cloisonnements sont moins rigides, fait que l'échange peut se faire, fait qu'on peut se connaître dans différents cercles. Donc voilà un peu ce que le foot m'a pris, mais bon, on peut prendre d'autres exemples où il y a un maximum de circulation des gens. Donc ce que je défends, c'est ce type de circulation. Je le défends intellectuellement, bien sûr. Et ce que je défends, et je termine par là, c'est le répit identitaire. Parce que là, vous allez me dire, mais c'est toujours l'identité, 24/24, vous pouvez être ceci ou cela. Moi, je défends également le fait que les gens peuvent avoir un répit identitaire, peuvent pendant 3 jours, 4 jours, n'être personne, être autre chose. Ni musulman, ni arabe, ni amazir, ni ceci, ni cela. Le répit identitaire, allant pour le répit identitaire, chacun de nous doit inventer un rituel pour le répit identitaire. Je vous assure, c'est très bon pour la santé. Je vous l'assure, c'est très très bon pour la santé, à la fois mentale et physique. D'accord ? Merci. Voilà.